forme même de la résistance. Nous retrouvons ce soir Jacques Derrida, qui en même temps qu'Apori, dont nous parlions hier, publie Résistance de la psychanalyse chez Galilée. Difficile à dire, Jacques Derrida, ce titre, parce qu'en fait, Résistance est écrit en gros caractères sur la couverture, encore 14 ou 16, je ne sais pas, et de la psychanalyse en tout petit, donc de la psychanalyse doit s'entendre comme un sous-titre. Oui et non. Si je puis enchaîner sur ce que nous disions hier de l'instabilité des titres et des sous-titres, je dirais que le de la psychanalyse signifie d'une part, de façon très conventionnelle et très classique, qu'il va être question de la psychanalyse, c'est-à-dire sur la résistance ou les résistances au sujet de la psychanalyse. Et ce au sujet de la psychanalyse signifie aussi, deuxième lieu, les résistances qui sont opposées à la psychanalyse, ou qui sont offertes par la psychanalyse à ce qui lui résiste. Ce sont les résistances de la psychanalyse. Mais de façon un peu moins audible, et que la lecture du livre, je voudrais l'espérer, donnera à entendre, le sous-titre signifie aussi qu'il y a dans la psychanalyse des résistances, que outre les résistances qui sont opposées à la psychanalyse, nous en parlerons je suppose, outre le concept de résistance qui joue un rôle très important dans le discours psychanalytique, il y a aussi une résistance de la psychanalyse, peut-être à elle-même. Je suppose que nous y reviendrons. Donc le titre lui-même joue avec sa syntaxe. Il y a donc là une force, un couple de forces. Il y a deux accouplements, deux résistances. Au moins deux, oui. Alors, prenons la plus massive, la plus apparente. Ce livre, à travers trois textes fort différents et qui concernent des corpus différents, dont nous parlerons, qui ont été prononcés aussi en des occasions différentes. Ces trois textes ont pour fil conducteur l'hypothèse suivante, qui ne m'est apparue clairement qu'après coup, si je puis dire, au moment de relier ces livres, ces essais entre eux. L'hypothèse suivante: il y a aujourd'hui, en France, en Europe, et je dirais dans le monde, mais surtout en France et en Europe, où, au fond, la psychanalyse a pu naître et se développer. Enfin, la psychanalyse reste une chose européenne. Non seulement dans ses origines, mais dans son champ de développement, d'application, ça reste largement confiné dans un espace de culture européenne. Et même quand ça se déploie dans les Amériques. Et dans les Amériques, la psychanalyse reste européenne. Les cultures non européennes ignorent à ce jour encore, au fond, largement la psychanalyse. Donc l'hypothèse est la suivante, c'est que après une phase de croissance et même de développement spectaculaire et de grande autorité dans la culture, je pense en particulier à la culture française des années avant et après la guerre, et notamment les années 60. Après cette phase, nous serions entrés dans une phase de retrait ou de réticence ou je dirais même de régression, où
où se déploie une nouvelle résistance à la psychanalyse. Comme on sait, la psychanalyse a rencontré dès le départ, dans le milieu viennois début du siècle de ce siècle, fin du siècle dernier, début de ce siècle, a rencontré des résistances dont Freud nous a beaucoup parlé et auxquelles il s'est opposé de mille manières. Et eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, pour des raisons qui restent à analyser, qui sont nombreuses probablement et surdéterminées, s'installe une nouvelle résistance à la psychanalyse. Donc j'ai essayé de mettre l'analyse de ces résistances à l'ordre du jour. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense surtout au milieu français ou parisien, pourquoi la psychanalyse n'est-elle plus à la mode, au fond, Moi, en somme, j'ai passé ma jeunesse et mes premières années de travail et de publication dans une époque où la psychanalyse était, comme on dit, à la mode. C'est-à-dire que tout, non seulement dans son propre champ, mais dans les champs des sciences humaines, de la philosophie, le passage par la question psychanalytique était un passage obligé. Et bien, c'est une vague qui s'est retirée. Et on peut déceler des symptômes de résistance, justement. Des laisses, on pourrait dire. Des laisses, pour utiliser, pour poursuivre cette métaphore de la vague qui s'est retirée. Mais il en reste des traces, qui sont des laisses. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on essaie d'accréditer l'idée que la psychanalyse, ça commence à bien faire. On a fait le tour. On peut classer ça. Naturellement, c'est encore utile. Ça peut rendre des services. On trouve ça un peu partout. Ça a irrigué le discours. Ça a ses institutions. C'est identifiable. Mais le pouvoir révolutionnaire, en quelque sorte, dérangeant de la psychanalyse, on en a fini avec lui. Et je crois qu'il y a là des enjeux idéologiques, politiques, culturels considérables. Et on pourrait suivre dans le discours quotidien, les discours médiatiques, les rhétoriques de toutes sortes, même à l'intérieur de l'université, des champs philosophiques, on pourrait percevoir les signes de cette espèce de désinvestissement, ou quelquefois condescendant à l'égard de la psychanalyse, et ça me paraît inquiétant. C'est un signe qui appartient à une configuration générale, n'est-ce pas ? Il n'est pas isolé. Mais il m'a semblé qu'il fallait le désigner comme tel et essayer de l'analyser. Toute résistance, évidemment, est inventive. Il peut en sortir quelque chose. D'ailleurs, ce mot résistance, oui. Commençons par là, puisqu'on parlait hier de votre amour de certains mots. Le mot résistance est un mot que vous aimez. Oui, c'est un des mots, voilà. Hier, nous cherchions les mots que j'aime. Il y en a beaucoup, vous savez. Mais c'est un mot que j'aime parce que je ne l'entends pas simplement comme la résistance au opiniâtre, comme refus d'entendre, comme dénégation. Mais il y a une belle résistance. Ce que j'aime, c'est un certain pathos de la résistance politique. Par exemple, je dis au début de la conférence qui porte ce titre dans le livre, qu'au fond, je garde une sorte de nostalgie pour une résistance que je n'ai pas connue, parce que je n'étais pas en France et j'étais trop jeune. Mais que le mot de résistance est pour moi un très beau mot quand il est connoté comme résistance politique, résistance à l'autorité dominante, à l'occupation, au discours assuré, à la hiérarchie, etc. Donc il y a une bonne résistance. Même dans les résistances dont parle la psychanalyse, c'est-à-dire les forces qui s'opposent à la menace, à la dislocation, ou à voir la question, il y a quelque chose
de positif. Rien ne s'édifie sans résistance. La résistance est ce qui aussi permet une certaine stance. Alors là, justement, là, c'est le tour sur soi de ce mot et de ce concept qui m'ont intéressé tout au long de ce livre. On peut dire, Jacques Derrida, d'une certaine façon, que votre présence ce soir dans cette émission est aussi une forme de résistance. À quoi? Si je peux vous poser une question. Votre penchant naturel pour refuser les interviews où on n'a pas le temps, justement, de développer. Il est vrai. Il est vrai que j'ai du mal. J'ai du mal à parler dans cette situation-là. Et néanmoins, je crois que il faut parler dans l'espace public. Donc j'ai à vaincre une résistance en moi qui me porterait non pas à me réfugier dans des formes d'écriture et de parole qui me sont plus faciles, mais une résistance en moi qui comment dire, est en lutte contre les contraintes que nous endurons ici, à savoir parler à un certain rythme devant des machines dans un temps limité, en se fiant à des critères d'intelligibilité qu'au fond nous ne savons pas grand-chose. Je ne sais pas qui, par exemple, parmi ceux qui nous écoutent, qui a lu Freud ou non, qui a lu d'autres textes de moi, qui peut ou bien ne rien comprendre à ce que je dis, ou bien trouver que j'enfonce des portes ouvertes, que tout cela justement est sommaire, primaire. Bon, alors c'est une situation très difficile. Je pourrais fuir et dire non. Et pourtant, je crois, pour des raisons qui demanderaient beaucoup de temps, je crois qu'il faut on parle des livres à la radio, pas des miens, pas seulement des miens, mais qu'il faut en parler, qu'il faut ne pas laisser l'espace médiatique livré à certains types de paroles contre lesquelles je résiste, auxquelles je crois qu'il faut résister, de la bonne résistance dont nous parlions tout à l'heure. Donc je vains une résistance en moi parce que j'essaie de résister avec vous à d'autres forces qui occupent ces lieux en général. Donc nous avons affaire ici, pour le dire vite, non pas à une résistance versus une non-résistance, mais à des conflits de résistance, à des jeux et des oppositions de résistance. Un champ de résistance. Et donc il n'y a rien au-delà de la résistance. C'est pourquoi j'essaie à un moment donné, mais c'est un geste que j'avais esquissé il y a bien longtemps, de soustraire le mot et le concept de résistance comme celui de restance que j'y associe quelquefois, de le soustraire à toute bordure et par exemple à une bordure ontologique. En général on entend le résistere ou la restance, le rester, comme une modalité de ce qui est, de l'étant, de ce qui demeure, de ce qui se tient là, ce qui appartient au régime de la station, de la stance, du stare, de la statique, etc. Eh bien, j'essaie de penser, mais là, ça voilà une chose qui se dit difficilement dans un micro, j'essaie de penser un rester et aussi un résister qui ne soit pas simplement une modalité particulière de l'être, de l'ester. Souvent on traduit le Wesen allemand de Heidegger par ester, ester. Alors il s'agit d'un rester qui n'est pas simplement, qui n'est ni résidu, ni permanence, ni substance, ni subsistance, mais autre chose encore. Alors cette réflexion sur la résistance relève de cette interrogation. Vous savez, il n'y a pas de micro ici, Jacques Derrida. Il n'y a pas de micro. Non, il n'y a que des gens qui nous écoutent, c'est tout. Oui, mais pour moi, il y a un micro. Et il faut que ceux qui nous écoutent sachent que nous ne parlons pas ici, en tout cas moi je ne parle pas, comme je le fais ni dans la vie quotidienne, ni quand j'enseigne, ni quand je fais une conférence. C'est une parole extrêmement artificielle. Toutes les paroles le sont d'une certaine manière. Mais là, il y a un surcroît d'artifice qu'il est difficile de vaincre.
Et c'est ce que j'essaie de faire laborieusement, comme on peut l'entendre ici. Et la parole est libre, c'est beau. Libre en ce sens, naturellement, que vous n'allez pas me censurer, m'empêcher de dire ce que je pourrais dire, mais elle n'est pas libre absolument, dans la mesure où je ne peux pas déployer l'argumentation, où je dois parler à un certain rythme, où je dois compter aussi avec ce qu'on peut supposer de chaîne d'intelligibilité. C'est ce qui se passe quand on est devant un micro, et c'est d'ailleurs un auditoire ou des destinataires invisibles et inconnus, c'est qu'on doit calculer dans la nuit sans pouvoir calculer ce que ceux qui nous écoutent peuvent comprendre ou ne pas comprendre. Et c'est un calcul impossible. Donc je ne peux pas m'enfermer dans ce qui est, par exemple, mon code habituel d'enseignement, où là j'ai affaire à des étudiants qui me suivent depuis longtemps, où je peux miser sur beaucoup de complicité, etc., etc. Ni ceux qui me lisent. Ceux qui me lisent, en général, ceux qui viennent vers mes livres, en principe, ont déjà fait un certain trajet. Ceux qui assistent à vos cours et qui vous lisent sont aussi ceux qui nous écoutent. Peut-être certains, mais ça n'est pas essentiellement pour eux que nous parlons ce soir, mais en espérant parler pour d'autres aussi. Alors résistant à Jacques Derrida, au fond, philosopher, c'est résister aussi. La philosophie, c'est une forme de résistance. Vous l'avez montré dans de nombreuses occasions. Cela a toujours été, d'une certaine manière, associé à un geste de résistance. Ça ne veut pas dire que les philosophes n'aient pas très souvent été politiquement conformistes, ou du côté de l'autorité, mais peut-être y a-t-il en effet dans la question philosophique ou la question sur la question philosophique une première résistance. Ce qu'on en fait ensuite, ça varie d'un philosophe à l'autre, ou d'un moment du discours philosophique à un autre. Mais est-ce que nous revenons à la psychanalyse, ou bien on parle de la résistance en général? Non, on va revenir à la psychanalyse. Pour l'instant, on écoute un peu de musique. C'est vrai, Jacques Derrida, que... Non, le micro n'est pas ouvert. C'est vrai, Jacques Derrida, qu'on a laissé un peu en chemin la psychanalyse en faisant justement acte de résistance. En fait, votre livre, qui paraît chez Galilée, dans la collection Philosophie en effet, que vous co-dirigez avec Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, s'intitule, on le disait, Résistance de la psychanalyse. Et la psychanalyse, vous ne l'avez pas découverte aujourd'hui. De la même façon qu'on disait hier soir qu'on peut lire un grand nombre de vos livres comme une réflexion sur l'écriture, on peut aussi les lire comme une réflexion sur la psychanalyse. La psychanalyse a d'une certaine manière était constamment là pour moi dès le début. Donc j'appartiens, ce n'est pas seulement une question de génération, mais j'appartiens à un temps pour lequel l'invention de la psychanalyse, l'institution de la psychanalyse, les questions psychanalytiques ont traversé toute la culture. Et d'une certaine manière, dans l'espace philosophique où j'ai commencé à travailler, j'ai très vite essayé de prendre en compte la nécessité du psychanalytique. Il faut dire, et je ne veux pas en tirer avantage
m'en flatter, mais il faut dire qu'à l'intérieur du champ philosophique académique, la prise en compte de la psychanalyse était déjà, quand j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire il y a 30 ans, mais reste encore quelque chose d'assez rare. Hein. On peut compter en France ceux qui font un peu plus que citer Freud, quelquefois on ne le cite même pas du tout, mais qui laissent marquer leur discours philosophique par l'empreinte de la psychanalyse. Alors ça ne veut pas dire qu'on incorpore la psychanalyse dans le discours philosophique, parce qu'il y a autant de gestes inspirés par la psychanalyse dans ses travaux, dans les miens par exemple, que de questions en retour adressées à la psychanalyse, que d'inquiétudes au sujet de la philosophie implicite de la psychanalyse. Donc il ne s'agit pas de s'installer dans un milieu psychanalytique, ni un milieu théorique, ni un milieu institutionnel de la psychanalyse, mais de s'expliquer avec la psychanalyse. Et ça, je crois que je me suis senti contraint de le faire à chaque pas, d'une certaine manière. On peut dire, en utilisant une expression un peu journalistique, que vous venez en aide aux idoles en difficulté, parce qu'il y a la psychanalyse aujourd'hui avec ce livre Résistance, et il y a 3 ou 4 ans, Marx avec Spectre de Marx. Oui, on peut interpréter les choses ainsi. Il y a ce que vous appelez des idoles, en effet, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, sont en difficulté. Hein. C'est-à-dire qu'on croit en avoir fini avec Marx, on croit en avoir fini avec Freud. Alors moi, mon souci n'est pas de restaurer des statues et des idoles, hein, mais de marquer que on enterre un peu vite. On enterre un peu vite et que il y a des retours là qui sont d'ailleurs à l'heure, hein, aussi bien de Marx que de Freud, et qu'on a intérêt à s'expliquer avec cette hâte à enterrer. On revient à la question du deuil dont nous parlions hier. Alors il y a là en effet une configuration que vous avez raison de remarquer, que je ne crois pas, et c'est pas seulement de l'attachement nostalgique à ce qui m'a paru si intéressant dans les années 60 ou début des années 70. Non, je crois que pour aujourd'hui, pour demain, il y a quelque chose, pour reprendre les noms propres, les exemples que vous évoquez, quelque chose chez Marx ou quelque chose chez Freud, qui n'a pas fini de travailler et de revenir. Je ne me contente pas, enfin je l'espère en tout cas, de réhabiliter, puisque aussi bien Spectre de Marx que ce livre sur Freud sont aussi c'est aussi une une machine déconstructrice au travail, on peut dire, pour faire vite, contre Marx et contre Freud. Il y a autant d'opposition ou de résistance à Marx et à Freud dans les deux livres que, naturellement, d'altercation avec ceux qui leur résistent trop facilement, croient trop facilement en finir avec eux. Donc les gestes sont compliqués. Hein, les gestes sont chaque fois très enchevêtrés, très compliqués. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal ici. Oui. Il y a une troisième désaffection, d'ailleurs, que vous abordez dans un autre livre qui paraît en même temps aux éditions du Seuil, qui s'intitule La religion et qui est issu d'un séminaire qui s'est tenu à Capri en février 1994, et où, là aussi, vous pensez qu'on a peut-être enterré la religion un peu vite. Oui, je crois que les diagnostics sur ce qu'on appelle aujourd'hui le retour du religieux sont un peu hâtifs, et notamment quant à
quant à ce qu'on appelle fondamentalisme, intégrisme, ou bien l'opposition entre la foi et le savoir, entre les Lumières et la religion. Donc là aussi, j'essaie non pas de compliquer pour le plaisir de compliquer, mais de me rendre à une certaine complication des choses. Ces gestes sont naturellement liés les uns aux autres. Hein. Je crois que le texte sur la religion, la foi et le savoir, est un texte qui en appelle à un moment donné à la psychanalyse, hein, ce que la psychanalyse peut nous donner à penser du phallus, par exemple, qui joue un rôle important dans ce texte. Il faudrait, si on avait le temps, en effet, relier entre eux tous ces gestes à peu près contemporains, et pour voir qu'au fond, c'est le même souci qui les traverse. Jacques Derrida, la conversation radiophonique nous entraîne à ouvrir des parenthèses qu'on n'attendait pas et du coup à nous éloigner de notre sujet qui était tout de même ce livre « Résistance de la psychanalyse » que vous publiez chez Galilée et où on rencontre trois corpus, vous le disiez tout à l'heure, provocateurs à votre écriture, Freud, Lacan et Foucault. Freud, d'abord, à travers le concept d'analyse. Oui, j'ai eu dans les trois cas de salut, d'hommage admiratif, où se mêlent naturellement des questions. Dans le premier cas, qui concerne directement Freud, et qui a la forme d'un discours au sujet de l'analyse. Il s'agissait d'un colloque sur l'analyse, organisé par le Collège international de philosophie et puis les universités de Toulouse et de Strasbourg. J'ai suivi le fil de l'analyse chez Freud, donc de la analyse veut dire à la fois des liaisons analyses et puis aussi régression, remonter à l'origine. Et j'ai choisi pour suivre ce fil d'analyse le concept de résistance, c'est-à-dire la manière dont les différents concepts de résistance chez Freud, il y en a 5, on n'en compte pas moins que 5, que les différents concepts de résistance chez Freud n'arrivent pas à s'unifier d'une certaine manière. Et qu'il s'agisse de la résistance du moi, du surmoi, résistance de transfert, il y a un moment où la recherche du sens par l'analyse met à jour une ultime résistance, celle de la compulsion de répétition, celle qui marque la limite même de l'analyse, selon au dire de Freud, et qui ouvre non pas sur un sens qui serait à déchiffrer plus loin, comme si la limite de la démarche interprétative ou herméneutique devait s'arrêter parce qu'il y a encore plus de sens. Et c'est la question de l'ombilique du rêve, d'un inconnu qu'on peut déterminer ou bien comme ce dont le sens est inaccessible, ou bien ce qui finalement déborde l'ordre du sens. Et où donc l'analyse hésite, et même le concept de résistance hésite entre deux voies, dont l'une est celle du sens, ou de la vérité du sens, et l'autre, celle de ce qui déborde le sens. Et en suivant ainsi Freud, j'essaie de déterminer, en somme, deux vecteurs de l'analytique, dont l'un est celui qui reconduirait à une origine du sens, à une régression qui reconduit à une origine du sens, et l'autre à une
dissolution ou dissémination où il n'est plus question de sens. Et c'est ce qui se passe avec la répétition, une certaine compulsion de répétition. Naturellement, ceci m'incline à penser que à l'intérieur du dispositif théorique ou de la démarche de Freud, il y a non seulement une élaboration des concepts de résistance, non seulement une analyse des résistances opposées à la psychanalyse, mais aussi de la part de Freud ou du point de vue, au-dedans même de la psychanalyse, une résistance de la psychanalyse à elle-même. C'est ce schème auto-immunitaire que j'essaie de formaliser à travers tout le livre. C'est qu'il y a quelque chose qui, dans la psychanalyse, résiste à soi-même. Et on pourrait en trouver, si on suivait cette voie, on pourrait en trouver 1000 symptômes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a dans les institutions psychanalytiques aussi, pas seulement dans la culture ambiante, mais dans les institutions psychanalytiques, dans leur forme sociale, dans leur discours institutionnel, dans leur pratique, quelque chose qui trahit cette résistance, cette peur de soi, si vous voulez, cette résistance à la psychanalyse. Et ça a à voir avec, justement, la question du sens, de la vérité ou de la dissémination dont je parlais il y a un instant. D'ailleurs, Freud vous amène à Melville et à Bartleby. Oui, sans cesse, c'est naturellement dans les parages de textes littéraires, d'apparence simplement littéraire, que ces questions se ravivent pour moi. C'est le cas avec Poe et la lecture que Lacan propose. C'est le cas par exemple aussi avec Bartleby. Et c'est toujours la question de la lecture comme déchiffrement du sens et de la fiction littéraire qui me guide là dans ce travail. Comment avancer à partir de là? Naturellement, dans la deuxième partie de ce texte sur Freud, où je suis Freud aussi loin que possible dans son travail sur la résistance, et dans les moments où c'est le cas, par privilège, je dirais, de textes comme Au-delà du principe du plaisir, ou bien Das Unheimliche, où Freud ne pose plus de thèse, où l'axiomatique même de la psychanalyse se met à trembler. Ce sont mes lieux préférés dans le corpus de Freud. Donc après avoir suivi Freud aussi loin que possible, j'essaie de marquer en quoi, disons, ce que j'appelle déconstruction ou dissémination, propose une expérience de l'analyse, de l'analytique un peu différente. La déconstruction, c'est une hyper-analyse, et en même temps une mise en question de ce qui, dans l'analyse, devrait nous reconduire au simple originaire, au plus originaire ou au plus simple. Donc il y a dans la déconstruction un geste hyper-analytique et aussi une défiance quant à la sécurité de l'analyse. Justement dans les zones où on aborde à quelque chose qui ne se laisse plus analyser, non pas parce que c'est simple ou originaire, mais parce que c'est une contamination originaire, une complication originaire qui ne se rassemble plus en elle-même. Alors, vous ne savez pas, Jacques Derrida, comme je vois que l'heure tourne et que la nuit ne nous suffirait pas sans doute pour aborder toutes les questions évoquées dans Résistance, le livre que vous publiez chez Galilée. Je voudrais qu'on passe tout de suite au deuxième corpus, Lacan. Et là, vous avez un titre qui ne mâche pas ses mots, Pour l'amour de Lacan. Oui, alors ce que ce titre cache ou annonce, c'est d'une part un salut admiratif en direction de Lacan, à un moment où, comme nous le disions tout à l'heure,
on pense trop vite pouvoir s'éloigner de ces choses-là. Et puis... Lacan que vous avez rencontré oui, alors je raconte un peu, en quelque sorte, ce que furent nos rencontres, ou nos non-rencontres, et ce que l'amour et la mort ont pu laisser retentir dans ces rencontres. Donc je raconte aussi quelques histoires là-dedans. C'est aussi un peu autobiographique, comme nous disions hier, je crois. J'ai essayé d'interpréter tout en me méfiant de ce que peut être le discours du survivant à cet égard. À un moment donné, je m'inquiète de ce que peut être le discours du survivant pour parler de l'amour, justement. Donc je raconte l'expérience de mes rencontres avec Lacan, ou ce qu'il m'a dit quand nous sommes rencontrés, et ce qui s'est passé entre les textes, entre les projets théoriques, les signes que Lacan a cru devoir faire à ce sujet ici ou là. Donc je raconte cette histoire-là, et je ne peux pas la raconter ici, ça m'est absolument impossible. Et puis, dans une deuxième partie de la conférence, j'essaie donc une explication un peu plus systématique et ordonnée des rapports entre le discours lacanien, ou ce que j'interprète comme les limites, non pas du discours lacanien en général, mais du discours lacanien à un moment donné, tel qu'il s'est configuré et stabilisé dans les écrits de Lacan, et puis d'autre part, ce que j'ai tenté sous les mots, les titres de déconstruction, de dissémination, notamment autour de la lettre volée.